Alors, on le disait au début de cette table ronde, le secteur du bâtiment est un pilier central de l'économie et d'ailleurs, c'est un secteur qui est reconnu comme tel par les Français. Selon un tout dernier sondage mené par Ipsos, 87% des citoyens considèrent le bâtiment comme un secteur d'avenir. Alors, qu'est-ce qui explique cette popularité pour un secteur qui a longtemps entraîné une mauvaise réputation? À l'heure où l'on parle de plus en plus de l'importance des territoires, quel rôle le bâtiment joue-t-il en termes d'ancrage économique local? Brice Teinturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué général de l'Institut Ipsos. Bruno Cavagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des travaux publics. Valérie Copin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une entreprise de plomberie chauffage dans les Alpes-Maritimes et vous êtes première adjointe également à la mairie de Grasse. Tout à fait. Alors, je le disais, 87% des Français affirment que le bâtiment est un secteur d'avenir. Brice Teinturier, comment vous expliquez un tel score? D'abord, vous avez raison de le souligner, c'est quand même un score tout à fait remarquable. Il y a peu de secteurs qui donnent ce sentiment, en termes de projection dans l'avenir, qu'on va vers quelque chose de positif. Premier élément d'explication, l'image d'abord. L'image, c'est le substrat. Et depuis des années déjà, 83%, 84% des Français nous disent avoir une bonne image du secteur. Ça joue, il faut au moins qu'il y ait... Malgré la pénibilité qui... On va y venir. Ça fait partie des éléments plus négatifs. Mais au global, en tous les cas, l'image est bonne. Ils disent à 83% que c'est un secteur dont ils ont une bonne image. Et puis, quand on rentre dans le détail, donc pour répondre là à votre question, savoir vraiment qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent que c'est un secteur d'avenir, il y a d'abord ce sentiment que c'est un secteur qui joue un rôle moteur dans l'économie française. En période de difficultés économiques, ce n'est pas rien, et nous retraversons évidemment une période de difficultés économiques, que c'est un secteur dynamique, là on est à 86%, qui contribue à améliorer également le cadre et la qualité de vie des Français, ce qui est important parce qu'il y a une dimension là, qualitative et extrêmement positive au-delà des seuls ressorts économiques, et puis qui contribue à la valorisation du patrimoine des Français. On est également à plus de 80%. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de leviers qui rendent ce secteur attractif. Mais alors avec cette image positive, est-ce que ça va inciter de plus en plus de Français à rejoindre ce secteur ou pas? Ça joue, ça peut tout à fait jouer, bien sûr. Alors, il y a aussi, il faut les évoquer, des éléments qui jouent en sens contraire. Il y a des leviers qui vont inciter les Français, et 44% des Français, ce qui est important, nous disent qu'ils pourraient envisager aujourd'hui de travailler dans ce secteur. Même chez les femmes qui sont plus minoritaires, on a 30% des femmes, alors qu'elles représentent 8% des effectifs aujourd'hui, qui nous disent pouvoir envisager de travailler dans ce secteur. Donc il se passe quelque chose. Donc il y a des changements de perception. Il y a des changements de perception chez les jeunes aussi. Malgré tout, il y a aussi des éléments qui peuvent jouer en sens contraire. C'est un secteur dont on nous dit, dont on sait que les conditions de travail peuvent y être difficiles. Il y a une question autour des rémunérations. Donc dans la balance des éléments positifs et négatifs, beaucoup de leviers, quelques freins, mais au total, une image extrêmement porteuse. Bon, et puis il y a aussi le fait que c'est un secteur qui recrute, vous le disiez, en période de crise, ça c'est très important, un secteur donc qui se porte beaucoup mieux que d'autres. Est-ce qu'il y a, au-delà d'éléments à proprement dit économiques, il y a des raisons aussi peut-être plus sociétales qui expliquent aussi cette image-là? Oui, ce qui joue par exemple au-delà de la capacité du secteur à créer des emplois, c'est la deuxième raison qui est invoquée, le fait de pouvoir participer à travers ce secteur à la transition écologique. Or, c'est un sujet qui n'a cessé de monter dans la société française. Donc on est, je trouve, aujourd'hui, plus encore qu'il y a un an, vraiment en phase avec les aspirations des Français. D'abord parce que les préoccupations économiques sont quand même revenues en force, mais aussi parce que cette question, par exemple, de la transition écologique joue. Et puis il y a un troisième élément, que je voudrais souligner, parce qu'il m'a surpris, mais je sais que c'est la réalité, mais que les Français commencent aussi à le percevoir, c'est la capacité d'innovation du secteur. Et ça, je crois que c'est très important. On va y venir tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, le secteur draine aussi cette image. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cette attractivité. Alors, vous parliez de la transition écologique, c'est une réalité sociétale qui va au-delà d'ailleurs de la réalité économique. Elle est importante parce qu'elle s'inscrit, cette réalité sociétale, évidemment, dans un contexte de crise économique, mais aussi dans un contexte de crise des territoires. Une crise qui s'est notamment exprimée très fortement au moment de la crise des Gilets jaunes. Bruno Cavagnier, vous êtes l'auteur du livre « Nos territoires brûlent ». En quoi le secteur de la construction au sens large et votre activité, les travaux publics en particulier, peuvent-ils jouer un rôle dans les remèdes que l'on cherche face à cette fracture territoriale qu'on connaît aujourd'hui en France? D'abord, je voudrais remercier Olivier Saleron de son invitation à cette journée. Vous savez, il y a maintenant 3 ans,
On a fait un tour de France, on a interrogé des centaines de Français. On a fait des réunions, 12 réunions sur évidemment les infrastructures et les travaux publics, mais sur la France, sur l'acceptation des Français à vivre chez eux. Et on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment une France à deux vitesses. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à écrire le livre ensuite. Avec des gens qui avaient un sentiment d'oubli profond, avec une fracture territoriale. Et de quoi nous parlait-on? On nous parlait de numérique, pas accès à l'Internet, au débit. Il y avait des contrastes énormes entre un restaurateur à Paris qui disait « on en a assez, ne dépenserons plus d'argent », une dame à Verdun qui disait « mais attendez, nous à Verdun, on nous parle de la 3G, de la 4G, mais on n'a même pas la 2G. Il n'y a pas accès. On nous parle du très haut débit, mais on va chez McDo à 20 minutes pour avoir le très haut débit. On nous parlait de mobilité, on nous parlait de santé. Et tous ces gens-là, on voyait qu'il y avait une gronde qui montait. Alors on n'aurait pas imaginé les gilets jaunes à ce niveau-là, mais il y avait vraiment, vraiment, à ce moment-là, il y a déjà 3 ans, donc avant les grands débats, avant les gilets jaunes, ce sentiment d'oubli. Et à chaque fois qu'on nous parlait de quelque chose, pour répondre à votre question, c'était la mobilité, c'était le numérique, qui étaient les principaux facteurs du sentiment d'oubli. Je n'ai pas accès à l'information, je n'ai pas accès à la formation, je n'ai pas accès à la e-médecine, parce que son numérique, vous n'avez pas. Et face à ces inégalités qui s'exprimaient de territoire en territoire, comment vous voyez le secteur de la construction comme étant créant du lien? On est, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics, on a des entreprises sur tout le territoire. Et si vous ne travaillez pas sur un triptyque qui est mobilité, numérique et logement, vous n'y arrivez pas. Et si demain, on veut réindustrialiser nos territoires, donner la possibilité à des gens de vivre où ils travaillent, vous êtes obligé de travailler sur ce triptyque. C'est ce que j'ai essayé d'écrire et d'expliquer à travers ce livre en disant on a la chance d'avoir des milliers d'entreprises sur l'ensemble de nos territoires, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. On a la chance d'être un secteur qui embauche, qui peut former, qui peut avoir un rôle social extrêmement important. Profitons de ce... Alors, Valérie Copin, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi élu dans les Alpes-Maritimes. Cette fonction d'ancrage local du bâtiment, vous la ressentez, vous la percevez au quotidien, vous ou pas? Alors, en premier lieu, pour moi, il est important de rappeler que le bâtiment a une diversité importante. On parle de majors, on parle de TPE, on parle d'artisans. L'artisan qui est parfois tout seul. Il est sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas oublier que sur ma communauté de communes, il y a des villages qui ont perdu leur bar, voire leur petite épicerie. Pour autant, vous allez quand même trouver un artisan du bâtiment qui sera sur le secteur. Donc, ça fait de l'emploi local. Et il y a véritablement besoin, et je rejoins mon collègue, sur le fait que voilà, il faut entretenir les bâtiments, il faut loger les gens, et l'entreprise a besoin d'être sur place. Pour les côtés collectivités, on parle beaucoup d'écologie et d'empreinte carbone. Si vous voulez réussir ce challenge-là, il faut qu'on puisse travailler avec des entreprises locales. Et ça me semble quand même primordial. La connaissance du terrain. J'ai un exemple tout récent où on voulait faire de gros pieux dans le centre historique de ma ville. Et ça n'était absolument pas possible. Et ça, c'était quelqu'un qui était extérieur à notre secteur, qui nous proposait ça. Et là, on va dans le danger. Comment vous dire aussi, le service après-vente, c'est quelque chose qui est important tant pour la collectivité que pour le citoyen. Il a besoin de réactivité. Quand il est en panne de chaudière, il faut qu'on puisse aller directement, très rapidement, le dépanner. Et une dernière des choses, parce que voilà, vous savez que je viens des Alpes-Maritimes, on a été très durement touchés il y a très peu de temps. Et qui a été sur le terrain immédiatement? C'était les travaux publics. Donc, ils ont ce rôle de proximité, de réactivité. Donc, lien social. Sur le lien social, j'allais y venir. Est-ce que vous avez déjà été sur un chantier un vendredi à midi? Je n'en ai pas souvenir, mais j'ai pas fait attention. Pourquoi il se passe quoi spécifiquement ce jour-là? Je vous invite à aller sur un chantier un vendredi midi, parce que culturellement, le vendredi midi, souvent, les différentes communautés se retrouvent, échangent un repas, et ça permet de découvrir l'autre. Alors certes, c'est vrai que le bâtiment, on parle beaucoup on aime bien manger, on aime bien se faire plaisir, et c'est un moment d'échange, de culture, et ça me semble primordial.
Côté ville, on a un projet qui est énorme, c'est le projet Martelly, où on va reconstruire la ville sur un espace de 2 hectares 2, ce qui est quand même énorme. Alors évidemment, ça va être un major qui va venir chez nous prendre ce marché-là. Pour autant, nous avons demandé à ce major de travailler avec des TPE et surtout de faire travailler des jeunes qui sont à côté de ce chantier-là. Parce que si vous travaillez dans un centre historique, il faut faire travailler ces jeunes qui sont pour beaucoup en manque d'activité, en manque de formation et qui ont besoin de travail. Mais alors, on entend bien, en gros, l'engagement des entreprises au niveau territorial, le lien social, leur rôle. Est-ce que vous avez le sentiment, Bruno Cavagné, que les politiques, et je m'adresse à vous et ensuite à Valérie Copin, ont vraiment conscience de ce rôle-là ou pas ? Alors oui, je dirais que les élus locaux, franchement, ont conscience de ce rôle-là. On ne peut pas dire le contraire. Et au niveau national ? Oui, après, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le plan de relance. Les élus ont conscience qu'il faut faire un plan de relance. Ils n'ont pas forcément conscience de l'urgence du plan de relance, de ce qui est en train de se mettre en place. Pourquoi ? Ou pas. Pourquoi d'après vous ? Pourquoi ? Parce que depuis des années, on avait une étude ce matin de notre ami qui nous disait que finalement, les élus locaux ne voulaient pas avoir recours à l'emprunt, alors qu'on a des taux historiquement bas, qui reconnaissaient que le BTP était très important dans l'investissement, mais qui considéraient que dans les années qui arrivent, ça allait être plus compliqué pour eux. Des choses assez paradoxales en disant on a besoin, mais on ne sait jamais. Donc, pour répondre à votre question, oui, ils en sont conscients, et en même temps, il y a une certaine réserve. Et je voulais revenir juste un mot sur la transition écologique. Le Tour de France qu'on avait fait, on en a fait un deuxième avec accès sur les jeunes. Et ce qui m'avait marqué il y a maintenant 3 ans, c'est que, alors que je ne l'aurais pas du tout imaginé, on nous parlait, c'était le premier sujet de transition écologique. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce pays, et on l'a vu, c'est exponentiel, et on voit bien aujourd'hui que notre pays, enfin, le monde change, à part M. Trump qui ne voit pas qu'il y a un changement climatique, mais sinon, on voit bien qu'il faut s'adapter à ce changement climatique, que nos techniques de construction doivent s'adapter. Et quand on fait allusion à ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, c'est certainement pas les ouvrages en cause, mais quand vous avez des vieux ouvrages qui sont plus entretenus, évidemment, tout ça fait que vous avez des catastrophes beaucoup plus importantes. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Vos éclairages sont très intéressants. Brice Teinturier, vous restez avec nous. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que les politiques sont conscients de cette réalité-là et surtout, qu'en pense le grand public ? Quelles sont les attentes du grand public vis-à-vis des pouvoirs publics en matière de bâtiments et de construction ? Alors, je crois que les politiques en sont, oui, conscients, mais ce qui est intéressant dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est de voir à quel point les Français considèrent que les pouvoirs publics devraient s'appuyer encore plus sur le secteur, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Là, on a 83% de Français qui nous disent qu'ils devraient s'appuyer plus sur le secteur pour ça. Et encore une fois, c'est un sujet majeur pour les Français. Mais c'est vrai aussi pour l'amélioration du cadre de vie des Français. Et donc, c'est le politique au niveau national, pas au niveau local. National, tout à fait, au national. Et d'une manière générale, les Français nous disent qu'ils devraient s'appuyer beaucoup plus sur ce secteur. Puis je voudrais juste revenir, si vous me le permettez, sur le vendredi à midi, parce que ce que vous avez très bien résumé par cette image, eh bien, c'est la première raison d'attractivité du secteur pour les Français. Ils nous disent qu'est-ce qui pourrait faire que je pourrais travailler demain dans ce secteur. C'est qu'on y travaille collectivement et avec différents corps de métier. Donc vous voyez, cet aspect justement... La notion de partage. Voilà, ce partage, il est aussi un moteur extrêmement profond. En tout cas, on va vous laisser Valérie Copin et Bruno Cavagné et évidemment, on continue cette journée qui est très riche en enseignements et on voit bien, si vous voulez, la complexité du secteur aujourd'hui. D'un côté, le bâtiment jouit d'une forte popularité et joue un rôle très important, on le disait, dans la cohésion des territoires. Et de l'autre, ça reste un domaine d'activité encore perçu, Brice le disait, comme pénible. Alors, comment les entreprises vivent-elles cette dualité ? Comment envisagent-elles l'avenir ? Nous allons avoir sur ce plateau 2 personnes qui ont étudié ces 2 questions de très près. Marie-Ange Guay-Ramos, bonjour. Vous dirigez une entreprise d'électricité en Gironde. Vous êtes président des groupes jeunes dirigeants de la FFB. Vous pouvez retirer votre masque. Je tiens à le préciser, on est extrêmement prudent, donc on fait très attention. Donc
les gens arrivent parfois avec des masques. Édouard Bastien, bonjour. Vous êtes à la tête d'une entreprise de peinture et de couverture. Vous êtes aussi en charge de la stratégie et de la prospective de la FFB. Alors, pour les états généraux du bâtiment, vous avez interrogé vos confrères sur le terrain. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Voilà, donc les états généraux, c'est vraiment le point de départ de toute la réflexion qu'on va faire sur la prospective. Prospective, on connaît. Je fais partie aussi de l'ESJDB, qui était le résultat d'une prospective qui s'est passée il y a 25 ans en arrière, qui était la création d'une école pour répondre aux demandes de gestion et de formation des chefs d'entreprise. Cette école existe toujours, elle a formé 4000 stagiaires, repreneurs d'entreprises du BTP. Tout ça pour dire que la prospective, c'est important, on l'amène sur le long cours. Donc là, les états généraux, c'est le point de départ d'une fusée à 3 étages. Premier étage, on collecte les données d'une 50aine de groupes pour l'instant qui se sont réunis à travers la France, conseil d'administration, des bureaux, pour dire quoi ? On phosphore, quelles sont actuellement les forces et les faiblesses de notre secteur et quelles seraient-ils dans les 15 prochaines années ? Alors sur eux aujourd'hui, en gros, dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés ? Alors ils sont dans un très bon état d'esprit et on va dire que tout ce qu'ils ont aggloméré représente environ 9 sujets qu'on a essayé de trier. Sur ces 9 sujets, il y en a 2 qui reviennent sur le devant, qui seraient sur le recrutement. Le recrutement, c'est quelque chose que l'on suit au long cours parce qu'on bénéficie certes d'une image positive, mais on a toujours du mal à recruter. Donc on voit, il y aurait 2 pistes. Des jobs qu'on n'arrive pas à pourvoir. C'est ça. Donc il y aurait 2 pistes qu'on a pu éclairer, qui serait sur l'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure dans le plan de relance, l'apprentissage aussi d'une immigration qui vient actuellement de l'Afrique noire. J'ai dans mon entreprise 5 apprentis, dont 3 ont fait le parcours à travers la Méditerranée. Ils sont venus en France, ils ont eu leurs papiers, on est en train de les former à la plomberie et à la couverture. Une autre piste, ce serait la reconversion de toute une population. Ça, c'est des propositions, vous voulez dire ? Oui, mais aussi l'accentuation sur comment communiquer vers ce public-là. Là, en reconversion, j'ai depuis 3 ans 3 personnes, un ex-banquier, un ex-ingénieur de chez Atos, et là, tout récemment, un apprenti qui a changé, qui était Gazar, donc arts et métiers, qui est rentré dans l'industrie allemande. Et les 3, ne se connaissant pas, mais m'ont sorti les mêmes mots, c'est-à-dire que dans ce qu'ils faisaient, perte de sens, perte de finalité de ce qu'ils faisaient. Et nous, on a une chance formidable, mais nous, comme on est à l'intérieur, on ne le voit pas forcément, c'est que le bâtiment offre des métiers qui donnent un sens et une finalité. Quand on voit les images de Notre-Dame derrière, voilà, c'est des images qui parlent. Donc recrutement, formation, reconversion. C'est ça. En gros, c'est les gros sujets en ce moment qui préoccupent les chefs d'entreprise dans leur ensemble. Ça appuie la modernisation, l'informatisation, la digitalisation de nos entreprises. On s'aperçoit que Internet maintenant est rentré dans nos entreprises. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais la notation client. Nos entreprises maintenant sont notées comme on note un chauffeur VTC. Comment on s'accapare ça au lieu de se laisser imposer des notations par des groupes externes. Voilà, c'est des pistes de réflexion. Donc ça, c'est le premier étage. C'est aujourd'hui, on plante le décor. Dans les 9 prochains mois, on continue ce travail de réflexion pour aboutir en juin 2021 au congrès de la FFB à Lyon sur des scénarios qui seront plus ou moins envisageables pour notre secteur. C'est-à-dire des recommandations, des plans d'action. Plans d'action sur des scénarios envisageables. On en choisira 1, 2 ou 3. Vous en avez déjà un petit là ou pas ? Non. Non, rien ? Pour l'instant, on ne dévoile rien. Vous n'avez pas une petite idée ? Non. Et donc, après, on va mettre en place donc des réflexions, des mesures d'accompagnement sur les présidentiables pour qu'en juin 2021, tout soit prêt pour que le futur ou la future présidente de la République puisse avoir ça dans sa mallette pour les 5 prochaines années. Marie-Ange Guerramos, alors vous vous intéressez notamment aux jeunes chefs d'entreprise. Comment cette jeune génération perçoit-elle leur rôle d'entrepreneur à l'avenir ? Alors d'abord, j'ai envie de répondre à une question. Qu'est-ce qu'un jeune dirigeant aujourd'hui ? Je peux en parler assez facilement parce que j'ai racheté l'entreprise familiale qui va avoir 40 ans l'année prochaine, il y a 3 ans et demi. Et également, je préside ici dans notre belle maison qui est la Fédération du bâtiment, les groupes jeunes au niveau national. Donc d'ailleurs, une question, est-ce que quelqu'un sait autour de cette table combien il y a de groupes jeunes dirigeants dans le bâtiment en France ? Allez-y.
89 groupes jeunes sur tout le territoire. Donc, ça prouve qu'il y a un bel exemple d'avenir. Donc, pour revenir sur cette question, nos aînés parlaient de crise. Nous, on parle de quotidien. On a toujours vécu, en fait, dans ce système d'aléatoire, de fragilité, de tout ce côté éphémère, finalement. Donc on a une capacité d'adaptation plus grande quand on est jeune par rapport aux anciennes générations? Oui, complètement, parce qu'on est habitué, en fait, à cet environnement. C'est dans cet environnement que l'on trempe depuis ces quelques années. Donc ça va être forcément le cas. Et je dis souvent qu'être dirigeant aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Et pourquoi c'est un challenge? Parce que aussi, on a besoin de bousculer les idées reçues, on a besoin de s'adapter. Il faut qu'on s'adapte et qu'on soit en capacité de pouvoir anticiper, en fait, tout ce qui va se passer. La différence avec les anciennes générations aussi, c'est qu'on est moins technique. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment, je ne froisserai pas tous les artisans qui sont techniciens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être moins technique? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi je préside une entreprise qui est une entreprise de génie électrique. Je m'appuie sur toutes les compétences de mes collaborateurs parce que demain, si je devais aller dépanner une installation, je ne suis pas certaine de pouvoir le Alors faire. que l'ancienne génération avait les mains beaucoup plus dans le cambouis, vous voulez dire? Mais complètement. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, on est dans une génération où on a Est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien? Non, je pense que ça permet justement, ce que je disais, de pouvoir compter sur ses collaborateurs et de chacun avoir une part dans la réussite finalement de l'entreprise. Parce que être technicien, c'est important, il faut connaître notre métier, mais évidemment, il faut aussi créer de la cohésion dans nos entreprises et pouvoir donner des responsabilités à chacun. Et c'est ça l'idée, de pouvoir être aussi polyvalent et flexible, parce que c'est vraiment ça notre objectif. Brice Teinturier, est-ce que, en gros, ce qui vient d'être dit correspond à l'image que les Français ont du bâtiment? Oui, globalement, on a bien les traits d'image. Par exemple, vous avez évoqué cette importance du sens du travail. C'est quelque chose qui fait partie de l'attractivité du métier. Les Français nous disent que c'est un métier où il y a des réalisations concrètes, ce qui est très important, et où on trouve du sens et une forme de réalisation. Ensuite, sur ce que vous avez évoqué à propos de cette nouvelle génération, c'est ce que vit aussi la nouvelle génération ou la génération plus jeune en France d'une manière générale. C'est-à-dire le sentiment que les choses sont plus éphémères, que la crise, ce n'est pas un moment particulier, qu'on est dans un monde définitivement instable et qu'il faut être capable maintenant d'assembler des compétences, qu'une entreprise, c'est vraiment un lieu où on est capable de gérer, d'assembler, de créer un collectif parce que chacun a une partie du savoir. Donc tout ça est assez en phase avec l'image du secteur. Encore une fois, cette image, elle est forte, elle est puissante. Elle a des leviers aussi qu'il faut corriger, notamment sur la dureté des conditions de travail. C'est en tous les cas ce que perçoivent les Français. Et puis la rémunération qui reste un sujet. Mais globalement, les traits d'image positifs sont ceux que vous avez décrits avec vos propres mots et expériences. Et ce sont des traits que je trouve assez remarquables. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau.